Imaginez un monde, la team, où les plus grands criminels de l'histoire non seulement échappent à la justice, mais deviennent aussi des modèles de vertu. C'est exactement ce qui s'est passé après l'abolition de l'esclavage. Des milliers de négriers et de propriétaires d'esclaves, après avoir construit leur fortune sur la traite humaine, ont été indemnisés par les gouvernements britanniques, français et portugais. Avec cet argent, ils ont investi dans des œuvres de charité, des universités et des infrastructures, effaçant ainsi leur passé de la mémoire collective. Aujourd'hui, la team, certaines des plus prestigieuses institutions européennes portent encore leur nom. Mais derrière cette façade philanthropique se cache une vérité glaçante, celle d'une tentative délibérée de réécrire l'histoire. Plongeons ensemble, la team, dans cette histoire occultée comme d'habitude, preuve historique et bibliothèque à l'appui. Avant d'analyser leur transformation en philanthropes, il faut déjà comprendre d'où vient leur fortune. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, la traite transatlantique a déporté plus de 12 millions d'Africains vers les Amériques. Il y a des historiens et des organismes qui estiment beaucoup plus, 16 voire 20 millions. Des familles entières ont été arrachées à leurs terres, comme vous le savez, transportées dans des conditions inhumaines et réduites à l'état de marchandises. Mais je ne vais pas vous refaire l'histoire de la traite négrière. Les grands négociants européens, comme le fameux John Gladstone en Angleterre et Antonio José da Silva au Portugal, ont amassé des fortunes colossales en exploitant les plantations de canne à sucre, coton et café. L'économiste Seymour Drescher, dans Econocide British Slavery in the Area of the Abolition, sorti en 2010, démontre que l'abolition de l'esclavage n'a pas été motivée par un élan moral, mais bien par un calcul économique. Il y a d'ailleurs un autre ouvrage que j'aime beaucoup d'Eric Williams qui s'appelle Esclavage et capitalisme qui explique ce rapport. Pour revenir à Seymour, il dit que l'esclavage devenait moins rentable face à l'essor du capitalisme industriel. Lorsque l'abolition devient inévitable, avec les révoltes des esclaves et l'essor de l'industrialisation, les gouvernements ne cherchent pas à réparer les crimes commis contre les esclaves. Non, non, non. Au contraire, ce sont les esclavagistes eux-mêmes qui sont indemnisés pour la perte de leur main-d'œuvre. En 1833, le gouvernement britannique adopte le Slavery Abolition Act et accorde 20 millions, oui vous avez bien entendu la team, 20 millions de livres sterling, l'équivalent de plusieurs milliards aujourd'hui, aux propriétaires d'esclaves. Parmi les bénéficiaires figure le fameux John Gladstone, dont je vous ai parlé, qui est le père du futur Premier ministre William Gladstone, qui ce dernier reçoit la coquette somme de 106 000 livres sterling pour ses plantations aux Antilles. La France, vous l'imaginez, suit exactement le même schéma après 1848, la deuxième abolition de l'esclavage. Cette dernière indemnisant les esclavagistes à hauteur de 126 millions de francs or, un montant astronomique pour l'époque. Le Portugal, avec l'abolition progressive entre 1854 et 1875, met en place lui aussi des compensations massives, notamment pour les colons du Brésil, énorme territoire des colonies portugaises. Et dans tout cela, vous allez me dire, les anciens esclaves, eux, eh bien, rien du tout. Ils sont libérés sans terre, sans ressources et livrés à eux-mêmes. L'historienne Catherine Hall, dans Legacies of British Slave Ownership, sorti en 2014, démontre comment cette indemnisation a permis aux anciennes familles esclavagistes de se repositionner comme des élites économiques et politiques, garantissant leur domination sur plusieurs générations. Une fois indemnisés, de nombreux anciens esclavagistes se tournent vers la philanthropie, mais à votre avis pourquoi ? Pour redorer leur image. Parmi cette philanthropie, il y a par exemple la création d'universités, de très grandes universités. Vous avez la University College London, ou sinon appelée UCL, et la King's College London, qui ont bénéficié de ces fonds d'anciens propriétaires d'esclaves. En France, nous ne sommes pas sans reste. Certaines institutions coloniales, comme l'École des hautes études commerciales, appelée sinon HEC, c'est beaucoup plus commun, ont été financées en partie par des fortunes liées à l'esclavage. Aux États-Unis, les grandes plantations du Sud ont financé des universités comme la fameuse Georgetown, qui, elle, a récemment reconnu son passé esclavagiste. Dans ces derniers investissements, il y a aussi l'investissement dans des infrastructures et œuvres sociales. À Liverpool et à Bristol, par exemple, des ports historiques de la traite, d'anciens négriers financent des hôpitaux ainsi que des musées, comme si
Ces dons pouvaient effacer leur passé criminel. Au Portugal, la famille Sousa Lima, enrichie par le commerce triangulaire, finance des œuvres de charité ainsi que des églises. Et troisième point de ce chapitre, la réécriture de l'histoire et le blanchiment de l'héritage. Dans les années qui suivent l'abolition, des statues et monuments sont érigés à la gloire de ces bienfaiteurs, effaçant leur rôle dans l'esclavage. Des archives sont volontairement détruites ou modifiées, comme l'a révélé l'historien David Olusegun dans The British Empire and its Forgotten Crimes, qui est sorti en 2016. Maintenant la team, vous allez me dire pourquoi cette histoire est-elle si peu connue? Parce que le blanchiment de l'histoire a bien fonctionné. Encore aujourd'hui la team, des universités et entreprises issues donc de fortunes esclavagistes prospèrent sans reconnaître leur passé. Les descendants d'anciens esclaves, eux, restent marginalisés économiquement, tandis que les familles d'anciens esclavagistes conservent leur pouvoir. Le débat sur les réparations est systématiquement écarté, bien que des pays par exemple comme la Jamaïque ou Haïti, réclament leur justice. La commission de vérité sur l'esclavage en France, initiée par des historiens comme Frédéric Régent, souligne que la France n'a jamais officiellement reconnu l'impact des indemnisations aux esclavagistes. Donc la team, l'esclavage n'a pas seulement déshumanisé des millions de personnes, il a aussi construit les bases économiques de l'Occident moderne. Aujourd'hui, comme je le disais, des universités, des banques et des institutions continuent de prospérer grâce aux fortunes esclavagistes. Mais l'histoire, comme j'aime à le dire, est un combat. Et il est de notre devoir de révéler ces vérités occultées. Si vous pensez que cette histoire mérite d'être connue, partagez cette vidéo comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu pour le soutien, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, commentez pour me dire ce que vous en pensez et pour le référencement, et surtout la team, activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy, peace.